L'automne avait transformé Heidelberg en une mer d'or et de cuivre lorsque Nathalie Rousseau traversa pour la première fois le vieux pont. Elle avait déménagé de Lyon 3 semaines auparavant, une décision que sa famille n'avait pas comprise, mais qui lui avait semblé parfaitement logique. À 37 ans, elle avait compris que la vie n'était pas une répétition générale. Son fiancé l'avait quittée 2 ans plus tôt pour une collègue plus jeune. Sa mère était décédée l'hiver précédent, et l'appartement de la rue de la République était devenu un mausolée de souvenirs. L'Allemagne lui offrait ce dont elle avait le plus besoin: l'anonymat et un nouveau départ. Elle avait trouvé un poste de traductrice dans une maison d'édition spécialisée dans la littérature française. Elle pouvait effectuer la majeure partie de son travail depuis chez elle, ce qui lui donnait la liberté d'explorer la ville à son propre rythme. Heidelberg l'avait immédiatement enchantée. Les ruelles étroites de la vieille ville, le majestueux château qui trônait comme un gardien de pierre au-dessus de la cité, le doux cours du Neckar qui dispersait la lumière du soleil en 1000 étincelles. C'était une ville qui semblait sortie d'un poème romantique, et Nathalie se permettait pour la première fois depuis des mois de ressentir quelque chose comme de l'espoir. Cet après-midi d'octobre, elle était assise dans un petit café sur le Kornmarkt, l'un de ces établissements à l'ancienne, avec des meubles en bois sombres et l'odeur du café fraîchement préparé dans l'air. Elle avait ouvert son carnet et essayait de traduire un passage particulièrement difficile d'un roman, quand elle remarqua que quelqu'un s'était arrêté devant sa table. Elle leva les yeux et vit un homme qui la regardait avec un sourire d'excuse. Il avait peut-être la quarantaine, avec des cheveux sombres, légèrement grisonnants aux tempes et des lunettes sans monture qui lui donnaient un air professoral. Il portait un manteau bien coupé et tenait à la main un livre que Nathalie reconnut immédiatement, Les Fleurs du mal de Baudelaire, dans une ancienne édition française. Il demanda si la place à sa table était libre, expliquant que le café était bondé et qu'il ne trouvait pas d'autre place. Nathalie regarda autour d'elle et remarqua effectivement que toutes les autres tables étaient occupées. Elle hocha la tête et désigna la chaise en face d'elle. Il s'assit d'un mouvement fluide, commanda un café noir et se plongea dans son livre. Nathalie essaya de se reconcentrer sur son travail, mais elle sentait son regard se poser sur elle de temps à autre, non pas de manière intrusive, plutôt avec curiosité, comme s'il contemplait un tableau intéressant. Après quelques minutes, il lui adressa la parole, en français, avec un accent léger mais charmant. Il avait vu son carnet, les mots français, et s'était demandé si elle était peut-être compatriote. Nathalie fut à la fois surprise et ravie. En 3 semaines passées ici, elle n'avait guère eu l'occasion de parler sa langue maternelle. Elle lui raconta qu'elle venait de Lyon et qu'elle avait récemment emménagé à Heidelberg. Il se présenta sous le nom de Grégoire Blanchard, maître de conférences en littérature, comparé à l'université Ruprecht Karl. Sa spécialité était le romantisme français, en particulier les courants les plus sombres du XIXe siècle. Ils parlèrent de Baudelaire, de la beauté qui réside dans la décrépitude, de la fascination des romantiques pour la mort et le morbide. Grégoire parlait avec une passion qui captivait Nathalie. Sa voix avait une qualité hypnotique, profonde et modulée, et ses yeux, d'un étrange gris vert, semblaient absorber chacun de ses mots. Il était cultivé, éloquent et attentif d'une manière que Nathalie n'avait pas connue depuis longtemps. Quand le café commença à fermer, 3 heures s'étaient écoulées sans qu'elle s'en aperçoive. Grégoire proposa de la raccompagner chez elle. La soirée s'était rafraîchie et une fine brume s'était étendue sur la vieille ville, transformant les réverbères en cercles de lumière diffuse. Ils marchèrent lentement et il lui raconta l'histoire de la ville, les philosophes et les poètes qui avaient foulé ses pavés, les légendes qui entouraient le vieux château. Il parlait de Heidelberg comme d'une amante, avec tendresse et une pointe de fierté possessive. Quand ils arrivèrent devant son immeuble, une maison à colombage rénovée dans la Unterstrasse, il lui demanda si elle voulait dîner avec lui le samedi suivant. Il connaissait un petit restaurant au bord du Neckar où le chef était un ami personnel. Nathalie n'hésita qu'un instant. Il n'y avait aucune raison rationnelle de refuser. Grégoire était charmant, intelligent
et visiblement intéressé par elle. Et elle était fatiguée d'être seule, fatiguée des soirées silencieuses dans son appartement, où seul le tic-tac de la vieille horloge accompagnait ses pensées. Elle dit oui, et son sourire fut comme un rayon de soleil perçant les nuages. Il lui baisa la main en guise d'au revoir, un geste désuet qui l'émut étrangement, puis disparut dans la nuit. Cette nuit-là, Nathalie resta longtemps éveillée, pensant à cette rencontre. Tout avait été si parfait, si cinématographique, qu'une petite partie d'elle se demandait si ce n'était pas trop beau pour être vrai. Mais elle repoussa cette pensée. La vie lui avait assez pris ces dernières années. Peut-être était-il temps qu'elle lui rende quelque chose. Elle s'endormit avec l'image de ses yeux gris-vert devant son regard intérieur et l'écho de sa voix dans ses oreilles. Le restaurant où Grégoire l'emmena le samedi était caché dans une ruelle, loin du flot des touristes. C'était un établissement intime, avec seulement 8 tables, chacune dressée de lin blanc et de vraies bougies. Le propriétaire, un homme âgé aux cheveux blancs comme neige et au regard vif, accueillit Grégoire comme un vieil ami et les conduisit à une table près de la fenêtre, d'où l'on pouvait voir le Neckar scintiller d'argent sous le clair de lune. Grégoire commanda pour eux deux, sans consulter la carte, expliquant qu'il faisait entièrement confiance au chef. Les plats qui suivirent furent exquis. Des variations de viande, d'une tendreté qu'elle n'avait jamais connue, accompagnées de sauces dont elle ne pouvait pas tout à fait identifier les arômes. Grégoire la regardait manger avec une expression presque recueillie. Ils parlèrent de leur vie, de leurs rêves, de leurs pertes. Nathalie raconta ses fiançailles ratées, sa mère qui, à la fin, ne savait plus qui elle était. Grégoire écouta avec une intensité qui la toucha. Il partagea peu de lui-même, mentionnant seulement un mariage qui avait échoué il y a des années, et une certaine solitude qui accompagnait constamment la vie académique. Il était presque minuit quand ils quittèrent le restaurant. Devant sa porte, il l'embrassa pour la première fois, doucement et avec retenue, comme s'il avait tout le temps du monde. Dans les semaines qui suivirent, Grégoire devint une présence constante dans la vie de Nathalie. Il lui envoyait des livres qu'il avait choisis pour elle, avec des notes manuscrites dans les marges. Il apparaissait avec des fleurs, non pas les roses habituelles, mais des arrangements inhabituels de dahlias sombres et de callas noirs. Il l'emmenait à des concerts dans l'ancienne église des Jésuites, à des lectures dans des cafés enfumés, à des promenades sur le Philosophenweg, d'où l'on voyait la ville étendue en contrebas comme un village de jouets illuminés. Il était attentionné, tendre, et semblait lire ses pensées avant qu'elle ne les exprime. Virginie, sa plus vieille amie de Lyon, avec qui elle téléphonait chaque dimanche soir, était sceptique. Trop parfait, disait-elle, trop lisse. Les hommes comme lui n'existent pas dans la réalité. Nathalie riait et rejetait ses inquiétudes. Virginie avait toujours été prudente, parfois trop prudente. Tous les hommes n'étaient pas comme l'ex-fiancé de Nathalie. Certaines personnes étaient simplement bonnes, simplement justes. Et Grégoire semblait juste. Pour la première fois depuis des années, quelque chose semblait juste. Ce que Nathalie ne remarquait pas, c'étaient les petites choses qui ne collaient pas tout à fait. La façon dont Grégoire s'arrêtait parfois quand elle mangeait, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Le fait qu'il ne parlait jamais de sa famille, ne montrait jamais de photos, ne mentionnait jamais personne qui lui était proche. L'intensité étrange avec laquelle il posait des questions sur son corps, déguisé en sollicitude, si elle mangeait assez, si elle faisait du sport, si sa peau avait toujours été aussi impeccable. Elle attribuait cela à son souci du détail, à sa sensibilité française. Elle n'avait aucune idée qu'elle faisait déjà partie d'un plan qui avait commencé bien avant son arrivée à Heidelberg. Novembre arriva avec les premières gelées et Grégoire l'invita à passer le week-end dans sa maison. Elle se trouvait à l'extérieur de la ville, dans les collines de l'Odenwald, un vieux domaine qu'il avait restauré des années auparavant. Nathalie accepta sans hésiter. Elle fit une petite valise, envoya un message à Virginie pour lui dire qu'elle serait difficilement joignable pendant le week-end et monta dans la voiture de Grégoire.
Alors qu'ils laissaient les lumières de Heidelberg derrière eux et s'enfonçaient dans l'obscurité de la forêt, elle ressentit pour la première fois un léger malaise dans sa poitrine. Mais elle l'ignora. Elle était amoureuse. Et l'amour, elle l'avait appris, exigeait la confiance. La maison surgit de l'obscurité comme un animal endormi. Grégoire l'appelait affectueusement son refuge, le seul endroit où il pouvait vraiment être lui-même. Nathalie contempla les vieux murs couverts de lierre, les petites fenêtres qui ne laissaient filtrer aucune lumière, et la lourde grille de fer qui se referma derrière eux. C'était beau d'une manière sinistre, romantique comme une scène de roman gothique. Elle ne se doutait pas qu'elle venait de franchir le seuil d'un cauchemar. L'intérieur de la maison était un labyrinthe de boiseries sombres, de lourds rideaux de velours et de meubles anciens qui semblaient avoir des histoires à raconter que personne ne voulait entendre. Grégoire fit visiter les pièces à Nathalie avec la fierté d'un conservateur présentant l'œuvre de sa vie. Ici, dit-il en désignant un tableau au mur, une représentation anatomique du XVIIe siècle, il avait cherché cette pièce pendant des années. Et là, une étagère remplie de livres reliés en cuir, sa collection de textes médicaux de la Renaissance. Nathalie regarda les illustrations de corps ouverts, de muscles et d'organes exposés, et sentit un frisson qu'elle attribua au froid des vieux murs. La cuisine était étonnamment moderne, un contraste saisissant avec le reste de la maison. L'acier inoxydable brillait sous la lumière, des couteaux étaient suspendus en parfait ordre sur des barres magnétiques et un massif crochet de boucher trônait au-dessus d'une table de travail centrale. Grégoire expliqua qu'il menait ici ses expériences culinaires. Cuisiner était pour lui plus qu'une simple alimentation, c'était une forme d'art, une méditation, une sorte de transformation. Nathalie hocha la tête et essaya d'ignorer l'étrange malaise qui se répandait dans son estomac. Elle était dans une maison inconnue, loin de la ville, avec un homme qu'elle ne connaissait que depuis quelques semaines. Mais elle l'aimait, se disait-elle, et l'amour signifiait la confiance. Le dîner de ce premier soir fut un festin. Grégoire avait tout préparé avant leur arrivée, et les plats apparaissaient sur la table comme par magie. Un carpaccio d'une tendreté qu'elle n'avait jamais connue, suivi d'un ragoût dont la viande était si tendre qu'elle fondait avant qu'on puisse la mâcher. Le vin coulait à flots, un lourd Bourgogne qui engourdissait ses sens et apaisait ses doutes. Grégoire parla de ses voyages, d'années passées en Amérique du Sud, où il avait étudié les cultures indigènes, leurs rituels et leurs croyances sur le corps humain et ses pouvoirs. Certaines tribus, expliqua-t-il avec une étrange lueur dans les yeux, croyaient qu'on pouvait absorber la force d'une personne en la consommant. Nathalie rit nerveusement et demanda si ce n'était pas du cannibalisme. Grégoire sourit simplement et dit que tout était une question de perspective. Cette nuit-là, ils firent l'amour pour la première fois. Grégoire était tendre et attentif, mais il y avait des moments où Nathalie voyait quelque chose dans ses yeux qu'elle ne pouvait pas nommer. Une intensité qui allait au-delà de la passion, une sorte de faim qui allait plus profond que le désir physique. Après, elle resta éveillée, tandis qu'il dormait à côté d'elle, écoutant les bruits de la vieille maison. Le craquement des planchers, le gémissement des poutres, le hurlement lointain du vent. Quelque part dans les profondeurs de la maison, elle entendit un bourdonnement rythmique, presque comme le ronronnement d'un grand réfrigérateur ou d'un congélateur. Elle se demanda ce que Grégoire stockait là-dessous, mais la pensée disparut avant de pouvoir s'ancrer. Le lendemain matin, elle se réveilla seule. Le lit à côté d'elle était froid, et la lumière qui filtrait à travers les rideaux était déjà le gris pâle de la fin de matinée. Elle trouva Grégoire dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. Des œufs, du pain frais et de la viande finement tranchée qu'il décrivait comme une spécialité maison. Nathalie mangea avec appétit et ne remarqua pas avec quelle attention il suivait chaque bouchée qu'elle prenait. Après le repas, il proposa une promenade dans la forêt. L'Odenwald en novembre était un lieu d'une beauté sinistre. Les arbres nus comme des squelettes contre le ciel gris, le sol couvert d'une couche de feuilles en décomposition. Grégoire connaissait chaque sentier, chaque clairière, chaque recoin caché.
Il lui montra un endroit où un ruisseau coulait sur des pierres couvertes de mousse et raconta qu'il chassait parfois le gibier ici. La chasse, dit-il, était la forme la plus primitive de connexion entre l'homme et la nature. Quand ils retournèrent à la maison, Nathalie remarqua pour la première fois la porte. Elle se trouvait au bout d'un étroit couloir, à moitié cachée derrière une lourde tapisserie. Une massive porte en bois, avec une serrure moderne, qui contrastait avec le reste de la maison. Elle demanda à Grégoire ce qu'il y avait derrière. Son visage changea pendant une fraction de seconde, un durcissement des traits qui disparut si vite que Nathalie se demanda si elle l'avait imaginé. « La cave », répondit-il brièvement. « Une vieille collection de vins, de l'espace de stockage, rien d'intéressant. » Son ton indiquait clairement que le sujet était clos. Le reste du week-end se passa harmonieusement. Ils lurent ensemble au coin du feu, se promenèrent dans la forêt, cuisinèrent ensemble des repas dont la viande avait toujours cette étrange tendreté que Nathalie n'avait jamais goûté auparavant. Mais quelque chose avait changé. Une distance à peine perceptible s'était créée entre eux depuis qu'elle avait posé des questions sur la cave. Grégoire était toujours attentif et tendre, mais Nathalie sentait qu'il l'observait, qu'il enregistrait chacun de ses mouvements, comme s'il l'évaluait. Elle repoussa ce sentiment et se concentra sur les bons moments, qui étaient nombreux. Le dimanche soir, avant de retourner à Heidelberg, quelque chose se produisit que Nathalie ne put oublier, même si elle essaya. Elle avait oublié son sac à main dans la cuisine et était retournée le chercher. La porte était entrebâillée et à travers l'ouverture, elle vit Grégoire debout devant le plan de travail. Il tenait un couteau à la main et découpait quelque chose posé sur une planche. Il faisait trop sombre pour voir exactement ce que c'était, mais la forme lui parut étrange, presque organique. Quand Grégoire remarqua sa présence, il se retourna et sourit. « Je prépare déjà la viande pour la semaine prochaine, » dit-il. « La meilleure doit mariner longtemps. » Nathalie hocha la tête et prit son sac, mais la vue de ses mains, rouges du jus de viande, resta gravée dans sa mémoire. Sur le chemin du retour, Grégoire était plus silencieux que d'habitude. L'obscurité engloutissait le paysage, et les phares de la voiture étaient la seule source de lumière dans un monde de noir. Nathalie essaya de faire la conversation, mais ses mots semblaient se perdre dans le silence. Quand ils atteignirent enfin les lumières de Heidelberg, elle ressentit un soulagement qu'elle ne pouvait pas s'expliquer. Devant son appartement, Grégoire l'embrassa longuement et intensément. « Tu me manques déjà, murmura-t-il. Tu reviens le week-end prochain, n'est-ce pas ?» Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Cette nuit-là, Nathalie rêva de la maison dans la forêt. Elle errait dans les couloirs sombres, ouvrait des portes qui menaient à des pièces vides, descendait des escaliers qui s'enfonçaient toujours plus profonds. À la fin, elle se tenait devant la porte verrouillée de la cave, et de la fente en dessous suintait quelque chose de sombre et de visqueux. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit de ses lèvres. Quand elle se réveilla, son oreiller était trempé de sueur, et la première lumière de l'aube se glissait à travers les rideaux. Elle appela Virginie, même s'il était encore tôt. Son amie l'écouta sans l'interrompre, tandis que Nathalie racontait le week-end. La maison, la cave, la viande qu'elle ne pouvait pas identifier, le sentiment d'être observée. Virginie resta longtemps silencieuse avant de parler. « Quelque chose ne va pas, dit-elle finalement. Je sais que tu l'aimes, mais tu dois être prudente. Promets-moi que tu en apprendras plus sur lui avant de retourner dans cette maison. » Nathalie promit, même si une partie d'elle rejetait les inquiétudes de son amie comme exagérées. Grégoire était excentrique, oui, il avait ses secrets, mais ce n'était pas un monstre. Elle le connaissait, lui faisait confiance, l'aimait. Ce que Nathalie ne savait pas, c'était que Virginie avait elle-même fait des recherches après l'appel téléphonique. Elle avait entré le nom Grégoire Blanchard dans un moteur de recherche et avait parcouru les résultats. La plupart étaient anodins, des publications académiques, des références à l'université de Heidelberg, mais un résultat la fit s'arrêter. Un vieil article de journal d'un quotidien régional français, vieux de plus de 10 ans. Le titre disait « Une étudiante disparue vue pour la dernière fois près de la propriété d'un professeur ». Virginie lut l'article 3 fois,
Puis elle décrocha le téléphone. Nathalie ne répondit pas. 3 jours passèrent avant que Nathalie ne rappelle son amie. Elle avait vu le téléphone, avait vu le nom de Virginie s'allumer sur l'écran 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais elle n'avait pas voulu répondre, non pas parce qu'elle évitait Virginie, mais parce qu'elle redoutait les questions qui viendraient. Des questions auxquelles elle n'avait pas de réponse, des questions qui l'obligeraient à exprimer des choses qu'elle préférait laisser dans l'ombre. Au lieu de cela, elle se plongea dans le travail. La maison d'édition lui avait envoyé une nouvelle traduction, un roman contemporain sur une femme prise au piège d'une relation toxique. L'ironie ne lui échappa pas, mais elle repoussa cette pensée et se concentra sur les mots, la structure des phrases, les nuances du langage. Le travail était un refuge, un endroit où elle n'avait pas à penser au malaise qui s'était installé en elle depuis le week-end dans l'Odenwald. Grégoire lui écrivait quotidiennement, parfois toutes les heures, de petits messages qui, à première vue, semblaient romantiques. « Je pense à toi, je compte les heures jusqu'au week-end, tu me manques plus que les mots ne peuvent l'exprimer. » Mais entre les lignes, Nathalie sentait autre chose. Une urgence qui frôlait l'obsession, une intensité qui ne flattait pas seulement, mais qui étouffait aussi. Quand elle oublia une fois de répondre à un message parce qu'elle était plongée dans son travail, son téléphone sonna 3 fois en 1 heure. La 4e fois, elle décrocha, et la voix de Grégoire sembla tendue, presque accusatrice. Il s'était inquiété, dit-il. Il avait pensé qu'il lui était arrivé quelque chose. Il ne pouvait pas travailler, pas penser, quand il ne savait pas qu'elle allait bien. Le mercredi soir, alors que l'obscurité tombait tôt sur Heidelberg et que la pluie tambourinait contre ses fenêtres, Nathalie rappela enfin Virginie. Son amie décrocha à la première sonnerie, comme si elle avait attendu à côté du téléphone. Sa voix était sérieuse, sans la chaleur habituelle qui caractérisait leur conversation. « Nathalie, il faut qu'on parle, » dit-elle sans préambule. « J'ai trouvé quelque chose. » Virginie raconta l'article de journal. Une jeune étudiante nommée Élise Fournier, 22 ans, qui avait disparu sans laisser de traces 12 ans auparavant. Elle avait étudié à l'université de Bordeaux, où Grégoire travaillait alors comme jeune maître de conférences. La dernière observation confirmée avait été près de sa résidence de l'époque, un domaine à l'extérieur de la ville. La police l'avait interrogée plusieurs fois même, mais il n'y avait pas de preuves, pas d'inculpation, pas d'arrestation. L'affaire n'avait jamais été résolue. Élise Fournier était restée disparue, et Grégoire Blanchard avait déménagé en Allemagne, où il avait poursuivi sa carrière académique comme si de rien n'était. Nathalie écouta, et à chaque mot de son amie, elle sentit quelque chose se briser en elle. Pas la foi en Grégoire, pas immédiatement, pour cela l'amour était encore trop frais, l'espoir encore trop fort. Mais quelque chose d'autre se brisa, une certitude peut-être, une sécurité qu'elle avait ressentie en sa présence. « Ce n'est pas possible, dit-elle, et sa voix sembla faible et incertaine même à ses propres oreilles. C'est un professeur, un homme respecté, ce doit être un malentendu. » Virginie soupira. « Je ne dis pas qu'il est coupable. Je dis juste que tu devrais être prudente. Il y a trop de choses qui ne collent pas. La maison dans la forêt, la cave verrouillée, la viande que tu ne peux pas identifier. Et maintenant cet article. Nathalie, j'ai un mauvais pressentiment. Un très mauvais pressentiment. » Elles terminèrent la conversation avec la promesse que Nathalie ne ferait rien de précipité, qu'elle en apprendrait plus avant de retourner dans la maison de l'Odenwald, qu'elle ferait attention à elle. Mais après avoir raccroché, Nathalie resta longtemps assise dans l'obscurité de son appartement, fixant le mur. La pluie s'était arrêtée et le silence était assourdissant. Elle pensait au sourire de Grégoire, à ses mains douces, à la façon dont il la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Et elle pensait à Élise Fournier, 22 ans, dont elle n'avait jamais vu le visage, dont elle n'avait jamais entendu la voix, qui avait disparu quelque part et n'était jamais revenue. Le lendemain, Nathalie se rendit à la bibliothèque universitaire. Elle se disait qu'elle faisait juste des recherches, qu'elle vérifiait juste les faits avant de tirer des conclusions.
Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle cherchait quelque chose qui confirmerait ou dissiperait ses doutes. Elle trouva l'article de journal dont Virginie avait parlé et plus encore. D'autres articles, d'autres noms, d'autres histoires. Une randonneuse qui avait disparu près du domaine de Grégoire dans l'Odenwald 7 ans auparavant. Une étudiante de Heidelberg qui avait suivi son cours et avait un jour cessé de venir 4 ans auparavant. La police avait enquêté dans les 2 cas, mais n'avait pas pu établir de lien avec Grégoire. Pas de preuves, pas d'inculpation. Seulement des rumeurs, des suppositions, des questions ouvertes. Les mains de Nathalie tremblaient quand elle imprima les articles et les mit dans son sac. Elle quitta la bibliothèque avec le sentiment que le monde autour d'elle avait perdu ses contours. Tout ce qu'elle avait cru vrai était soudain remis en question. Grégoire était-il l'homme qu'elle croyait ? Ou était-il quelque chose d'autre, quelque chose de plus sombre, quelque chose qu'elle ne pouvait même pas imaginer ? Elle rentra chez elle sans savoir comment elle y était arrivée. Son corps bougeait automatiquement, tandis que son esprit était pris dans un tourbillon de pensées. Dans son appartement, elle trouva un bouquet de fleurs devant sa porte. Des callas noirs, les fleurs préférées de Grégoire. La carte jointe ne portait que 2 mots, « à samedi ». Nathalie fixa les fleurs et sentit son estomac se nouer. 1 semaine plus tôt, elle aurait été ravie par ce geste. Maintenant, elle y voyait autre chose. Non pas de la romance, mais une revendication de propriété. Non pas de l'amour, mais du contrôle. Elle décida qu'elle ne pouvait pas rester seule. Pas cette nuit. Pas avec toutes ces pensées qui tournèrent dans sa tête comme des vautours affamés. Elle appela Virginie et lui demanda de venir à Heidelberg. Son amie n'hésita pas une seconde. Elle prendrait le prochain train, dit-elle. Elle serait là vendredi matin, et ensemble, elles élaboreraient un plan. Cette nuit-là, Nathalie dormit à peine. Chaque bruit la faisait sursauter, chaque ombre semblait bouger. Elle pensait à la maison dans la forêt, à la porte verrouillée de la cave, au bourdonnement du congélateur dans les profondeurs. Elle pensait à la viande que Grégoire avait préparée avec tant d'amour, à l'étrange tendreté, au goût qu'elle ne pouvait pas identifier. Et pour la première fois, elle se permit de poser la question qu'elle avait refoulée depuis le premier week-end. Et si la viande n'était pas ce que Grégoire prétendait? Et si c'était autre chose? Quelque chose d'impensable? La pensée était si absurde, si grotesque, qu'elle la rejeta immédiatement. De telles choses n'arrivaient pas dans la réalité. Elles appartenaient aux films d'horreur, aux romans d'épouvante, pas à la vie d'une traductrice française dans une pittoresque ville universitaire allemande. Mais la pensée, une fois pensée, ne pouvait plus être refoulée. Elle était dans sa tête comme une écharde qui faisait mal à chaque mouvement. Le vendredi matin, Virginie était devant sa porte. Elles s'étreignirent longuement et fort, et Nathalie ressentit pour la première fois depuis des jours quelque chose comme de la sécurité. Virginie avait apporté des documents, des articles imprimés, des notes, une chronologie des événements. Elles étalèrent tout sur la table de la cuisine et commencèrent à assembler les pièces du puzzle. 3 femmes, 3 disparus, 3 affaires non résolues, et au centre de tout cela se tenait Grégoire Blanchard, le charmant professeur, l'amoureux du romantisme noir, l'homme qui avait dit à Nathalie qu'il l'aimait. « Tu dois aller à la police », dit Virginie. « Tu dois leur raconter ce que tu sais. » Nathalie secoua la tête. « Qu'est-ce que je sais ? Que mon petit ami cuisine de la viande étrange, qu'il a une cave verrouillée, que des femmes ont disparu près de chez lui il y a des années sans qu'on ait pu rien lui prouver. Ce ne sont pas des preuves, ce sont des suppositions. Alors tu dois trouver des preuves, dit Virginie, et sa voix était dure de détermination. Tu dois entrer dans cette cave. Nathalie fixa son amie. L'idée était folle, dangereuse, peut-être même mortelle. Mais c'était aussi le seul moyen de connaître la vérité. La vérité sur Grégoire. La vérité sur la viande. La vérité sur ce qui se trouvait derrière la porte verrouillée. Elle hocha lentement la tête. « Demain, dit-elle. Demain, j'irai chez lui. Et je découvrirai ce qu'il cache. » Virginie saisit sa main et la serra fort. « Je serai à proximité, promit-elle. S'il se passe quelque chose, si tu n'appelles pas, si quelque chose ne va pas, j'appelle la police.
Nathalie hocha de nouveau la tête, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle s'engageait sur un chemin dont il n'y aurait peut-être pas de retour. Dehors, le ciel était gris et lourd, et le vent portait l'odeur de la pluie et des feuilles en décomposition. Quelque part dans les collines de l'Odenwald attendait une maison avec une cave verrouillée. Et dans cette cave, Nathalie le sentait avec une certitude qui lui faisait peur, se trouvait la réponse à toutes ses questions. Le samedi matin se leva gris et froid quand Nathalie fit sa petite valise. Ses mains tremblaient tandis qu'elle y mettait quelques vêtements, plus par habitude que par nécessité. Elle ne savait pas si elle passerait cette nuit dans la maison. Elle ne savait même pas si elle survivrait à cette nuit. La pensée était mélodramatique, elle le reconnaissait elle-même, mais elle ne semblait pas fausse, pas après tout ce qu'elle avait appris ces derniers jours. Virginie était assise à la table de la cuisine et l'observait avec des yeux inquiets. Elles avaient passé la moitié de la nuit éveillées à discuter du plan, encore et encore, jusqu'à ce que chaque détail soit fixé. Virginie viendrait avec une voiture de location près de Heidelberg et attendrait dans une auberge près de l'Odenwald. Nathalie lui enverrait un message toutes les 2 heures, un simple signe que tout allait bien. Si un message manquait, si plus de 3 heures passaient sans signe de vie, Virginie appellerait la police. C'était un plan simple, peut-être trop simple, mais c'était tout ce qu'elles avaient. Avant de partir, elles s'étreignirent longuement. « Fais attention à toi, » murmura Virginie. « Et si quelque chose ne va pas, si tu as le moindre doute, pars, cours. Ne réfléchis pas, cours simplement. » Nathalie hocha la tête, mais elle savait que ce ne serait pas si simple. Elle aimait encore Grégoire, malgré tout. Une partie d'elle espérait désespérément qu'elle se trompait, que les articles étaient une coïncidence, que la cave ne contenait rien d'autre que de vieilles bouteilles de vin et des meubles oubliés. Cette partie d'elle était plus forte qu'elle ne voulait l'admettre. Grégoire vint la chercher à 11 heures. Il portait un manteau sombre et son sourire était aussi chaleureux que d'habitude. Mais Nathalie remarqua pour la première fois la froideur dans ses yeux. Où avait-elle toujours été là, et elle n'avait simplement pas voulu la voir. Il l'embrassa en guise de salut, et elle se força à ne pas reculer. Tout devait paraître normal. Tout écart par rapport à son comportement habituel pourrait le rendre soupçonneux. Le trajet jusqu'à la maison dura 1 heure. Grégoire parla de sa semaine, d'un étudiant difficile qui avait remis en question son autorité, d'un article qu'il écrivait pour une revue académique. Sa voix était régulière et apaisante, et Nathalie se surprit à presque oublier pourquoi elle était là. Presque. Puis son regard tomba sur ses mains au volant, et elle se souvint du soir où elle l'avait vu dans la cuisine, le couteau à la main, la viande sur la planche. Elle détourna le regard et fixa la fenêtre. La maison semblait moins menaçante à la lumière du jour, mais pas moins sinistre. Le lierre qui couvrait les murs était devenu brun et flétri, et les fenêtres reflétaient le ciel gris comme des yeux aveugles. Grégoire gara la voiture et l'emmena à l'intérieur. Tout était comme la dernière fois, les meubles sombres, les dessins anatomiques, la faible odeur de quelque chose de sucré que Nathalie ne pouvait pas identifier. Elle envoya un court message à Virginie. Arrivé. Tout va bien. L'après-midi passa dans une normalité torturante. Grégoire cuisina comme toujours et Nathalie l'aida comme toujours. Elle éplucha des légumes tandis qu'il préparait la viande et elle se força à ne pas regarder quand il sortit les morceaux d'un sac étiqueté avec des lettres cryptiques. Le repas était délicieux comme toujours, mais chaque bouchée restait coincée dans sa gorge. Elle but plus de vin que d'habitude pour calmer ses nerfs, et Grégoire le remarqua avec un sourire entendu. « Tu es tendu, dit-il. Tout va bien ?» Nathalie mentit et dit que le travail la stressait. Il sembla la croire. Le soir, quand l'obscurité avait englouti la maison et que seul le crépitement du feu de cheminée rompait le silence, Nathalie commença à mettre son plan à exécution. Elle avait observé où Grégoire gardait ses clés, dans une coupe sur le manteau de la cheminée, avec de vieilles pièces de monnaie et d'autres petits objets. La clé de la cave devait être là. Elle n'avait besoin que d'un moment seul, d'un bref instant pour la prendre. L'occasion se présenta quand Grégoire alla dans la cuisine chercher une autre bouteille de vin.
Nathalie bondit, fouilla dans la coupe et trouva une seule clé moderne et brillante qui ne ressemblait pas aux autres. Elle la glissa dans sa poche et se rassit juste au moment où Grégoire revenait. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il devait l'entendre. Mais il se contenta de verser le vin et de s'asseoir à côté d'elle, sa main sur son genou, chaude et possessive. Elle attendit minuit. Grégoire s'était endormi, sa respiration régulière et profonde. Nathalie était allongée à côté de lui, les yeux grands ouverts, comptant les minutes. Quand elle fut sûre qu'il dormait profondément, elle se glissa hors du lit et s'habilla silencieusement. Chaque mouvement semblait trop fort, chaque craquement des planches comme un cri d'alarme. Mais Grégoire ne bougea pas. Le couloir était sombre. Seule la faible lumière de la lune, filtrant par une petite fenêtre, lui montrait le chemin. Elle écarta la tapisserie et se trouva devant la porte. Sa main tremblait quand elle inséra la clé dans la serrure. Elle s'adaptait. La serrure cliqua et la porte s'ouvrit. Un escalier descendait dans l'obscurité absolue. L'odeur qui l'assaillit était accablante, un mélange de froid, de produits chimiques et de quelque chose d'autre. Quelque chose d'organique qu'elle ne voulait pas nommer. Elle sortit son téléphone et alluma la lampe torche. Le faisceau de lumière dansa sur des marches de pierre, des murs humides, des toiles d'araignée aussi épaisses que des rideaux. Elle commença à descendre. La cave était plus grande qu'elle ne s'y attendait. Elle s'étendait sous toute la maison, un labyrinthe de pièces et de passages. La première pièce contenait effectivement du vin, des centaines de bouteilles, soigneusement empilées sur des étagères. Nathalie continua. La pièce suivante était vide, à l'exception de quelques vieux meubles cachés sous des draps poussiéreux. Elle continua, et puis elle atteignit la troisième pièce. La première chose qu'elle vit furent les congélateurs. 5 d'entre eux, alignés, tous fermés, tous bourdonnant avec le ronronnement monotone qu'elle avait entendu lors de sa première nuit ici. Sur les murs étaient accrochés des outils, des scies et des couteaux et des crochets, soigneusement alignés comme dans une boucherie. Une grande table en acier inoxydable se tenait au milieu de la pièce, sa surface immaculée, mais avec des taches sombres dans les joints qu'elle ne voulait pas regarder de plus près. Ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit laisser tomber le téléphone quand elle s'approcha du premier congélateur. Elle posa la main sur le couvercle et le froid brûla comme du feu. Elle prit une profonde inspiration, une fois, 2 fois, puis elle l'ouvrit. Ce qu'elle vit la hanterait pour le reste de sa vie. Des sacs sous vide, soigneusement étiquetés, remplis de quelque chose qui ressemblait à de la viande, mais pas comme de la viande d'animaux qu'elle connaissait. Des formes qui étaient trop familières, des contours qu'elle reconnaissait même si son esprit refusait de les accepter. Une main, un pied, un morceau qui ressemblait à une cuisse. Nathalie émit un son, mi-cri, mi-haut le cœur. Elle recula en trébuchant, heurta la table, et son téléphone tomba au sol. La lumière s'éteignit, et elle se retrouva dans l'obscurité totale, entourée par le bourdonnement des congélateurs et l'écho de sa propre panique. À ce moment, elle entendit la voix derrière elle. « Tu n'aurais pas dû descendre, » dit Grégoire. Sa voix était calme, presque triste. « J'avais tellement espéré que tu serais différente, que tu comprendrais. » Nathalie se retourna brusquement, mais elle ne pouvait rien voir, seulement l'obscurité et le vague contour d'une silhouette qui bloquait la seule sortie. Son cœur martelait contre ses côtes et sa respiration venait par bouffées courtes et superficielles. Elle chercha son téléphone à tâtons, le trouva, appuya désespérément sur l'écran. La lumière cligna et éclaira le visage de Grégoire. Il souriait, mais ce n'était pas le sourire qu'elle connaissait. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de plus affamé, quelque chose qui découvrait ses dents et faisait briller ses yeux comme ceux d'un prédateur. « Laisse-moi t'expliquer, » dit-il en faisant un pas de plus. « Ce n'est pas ce que tu penses, c'est tellement plus beau. » Nathalie fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle cria. Le cri résonna dans les couloirs de pierre, rebondit sur les murs, se perdit dans l'obscurité. Mais personne ne l'entendit. La maison était isolée dans la forêt, loin de tout et de tous. Virginie attendait dans une auberge, à des kilomètres de là. La police ne savait même pas qu'elle existait.
Grégoire s'approcha, et dans sa main brillait quelque chose de métallique. « Tu ne comprends pas, dit-il, et sa voix était douce comme une berceuse. Tu comprendras. Je vais te montrer. Je vais tout te montrer. » Nathalie recula jusqu'à ce que son dos heurte le mur. Il n'y avait pas de sortie, il n'y avait pas d'aide. Il n'y avait qu'elle et lui, et l'obscurité et le bourdonnement des congélateurs qui gardaient leur terrible secret. Et puis, en cet instant de désespoir absolu, elle se souvint de quelque chose, d'une leçon que son père lui avait apprise quand elle était enfant. « Quand tu es acculé, avait-il dit, alors bats-toi. Bats-toi avec tout ce que tu as, car abandonner, c'est la mort certaine. » Sa main se referma sur le téléphone, le seul objet qu'elle avait. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Grégoire n'était plus qu'à 2 pas, le couteau dans sa main reflétant la lumière de l'écran. Nathalie prit son élan et lança le téléphone de toutes ses forces dans son visage. Le téléphone frappa Grégoire à la tempe avec un bruit sourd. Il chancela en arrière, plus surpris que blessé, et pendant un précieux instant, le chemin vers l'escalier était libre. Nathalie se précipita en avant, ses pieds glissant sur le sol de pierre froid, mais elle se rattrapa et courut. Derrière elle, elle entendit Grégoire jurer, un mot qu'elle n'avait jamais entendu sortir de sa bouche, rauque et animal, si différent de son langage habituellement si cultivé. L'escalier semblait sans fin. Ses jambes brûlaient, ses poumons criaient pour de l'air, mais elle se força à continuer. Derrière elle, il y avait des pas, rapides et réguliers, et elle savait qu'il la suivait. L'obscurité était absolue. Elle ne pouvait rien voir, seulement sentir les pierres froides sous ses mains alors qu'elle longeait le mur à tâtons, l'air moisi qui entrait dans ses poumons. Puis enfin la porte, ouverte comme elle l'avait laissée. Elle trébucha à travers et la claqua derrière elle. Le couloir baignait dans la faible lumière de la lune qui entrait par les fenêtres. Nathalie continua à courir, passant devant les dessins anatomiques qu'elle voyait maintenant avec d'autres yeux, passant devant les meubles anciens qui ressemblaient soudain à des pierres tombales. Elle atteignit la porte d'entrée et tira sur la poignée. Verrouillée. Bien sûr verrouillée. Grégoire avait pensé à tout. Elle entendit la porte de la cave s'ouvrir brusquement et ses pas dans le couloir. Il marchait lentement maintenant, presque tranquillement, comme s'il avait tout le temps du monde. « Nathalie » appela-t-il, et sa voix était à nouveau douce, presque affectueuse. « Il n'y a pas d'issue. La maison est sécurisée. Je l'ai conçue pour être sûre, pour protéger ce qui est à l'intérieur. » Sa voix devint plus forte, plus proche, pour protéger ce qui nous appartient. Nathalie regarda désespérément autour d'elle. Une fenêtre. Elle avait besoin d'une fenêtre. Elle courut dans le salon, où elle avait passé tant de soirées avec lui, bu du vin, rit, crut avoir enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis si longtemps. La fenêtre était grande, mais couverte de lourds rideaux de velours. Elle tira le rideau et vit des barreaux derrière, comme une cage, comme une prison. Grégoire apparut dans l'encadrement de la porte. La lumière de la lune tomba sur son visage et le transforma en un masque de lumière et d'ombre. Il tenait toujours le couteau à la main. La lame brillait d'argent. « Je ne voulais pas que ça se termine ainsi, dit-il. Tu étais spéciale, Nathalie. Différente des autres. Je pensais que tu pouvais comprendre. » Il s'approcha. « Tu sais ce que j'ai vu en toi? Une âme sœur, quelqu'un qui reconnaît la beauté dans l'obscurité. Tu lis Baudelaire. Tu comprends la romance de la mort. Je pensais que tu comprendrais. » Nathalie se pressa contre le mur. Son regard tomba sur la cheminée, sur le lourd tisonnier en fer à côté. Elle bougea lentement, centimètre par centimètre, tandis que Grégoire continuait à parler. Ses mots étaient comme du poison, doux et mortel, et elle se força à ne pas écouter, à se concentrer seulement sur l'objet qui était sa seule chance. « Les autres ont crié, » poursuivit Grégoire. « Elles ont supplié, mais tu es différente, tu es forte. Ça me plaît. » Il pencha la tête sur le côté, comme s'il contemplait une œuvre d'art. « Ça améliorera le goût, tu sais. L'adrénaline, la peur, la résistance, ça change la viande, la rend plus tendre, plus intense. » Un sourire passa sur son visage. « Tu seras délicieuse, Nathalie. » Sa main se referma sur le tisonnier. Il était lourd, plus lourd que prévu, mais elle le tint fermement.
Grégoire remarqua le mouvement et son sourire s'effaça. « Pose ça, dit-il, et pour la première fois, il y avait une touche d'incertitude dans sa voix. « Pose ça et on parlera. Je peux te montrer à quel point ça peut être beau. La fusion de deux âmes, littéralement, complètement. Ce n'est pas la mort, Nathalie, c'est la transformation. » Nathalie leva le tisonnier. « Reste loin de moi, » murmura-t-elle. Sa voix était rauque, à peine plus qu'un croassement. « Reste loin ou je jure devant Dieu que je te tue. » Grégoire rit. C'était un rire léger, presque triste. « Tu ne pourrais pas. Tu es trop bonne, trop douce. C'est pour ça que je t'aime. » Il fit un autre pas en avant. « C'est pour ça que je veux t'avoir avec moi pour toujours. » Ce qui se passa ensuite, Nathalie ne s'en souviendrait plus tard que par fragments. La façon dont il se jeta sur elle, l'éclat du couteau au clair de lune, son propre cri qui résonna dans la pièce, et puis l'impact du tisonnier qui frappa son bras, le bruit d'os qui se brise, son hurlement de douleur et de rage. Le couteau tomba au sol. Grégoire tenait son bras, son visage déformé, et pendant un moment, il resta immobile, comme s'il ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé. Nathalie saisit ce moment. Elle courut devant lui, le tisonnier toujours à la main, et se précipita vers la cuisine. Elle se souvenait d'une porte là-bas, une porte de derrière qui menait au jardin. Peut-être qu'elle n'était pas sécurisée. Peut-être qu'il avait fait une erreur là. La cuisine était sombre, mais elle connaissait le chemin. Ses mains trouvèrent la porte, trouvèrent la poignée. Elle poussa, tira de toutes ses forces. La serrure céda. La porte s'ouvrit, et l'air froid de la nuit l'envahit comme une promesse. Derrière elle était Grégoire. Il se déplaçait plus lentement maintenant, son bras cassé pendant inutilement, mais son bras valide tendit vers elle. Ses doigts frôlèrent ses cheveux. Nathalie cria et se précipita dans la nuit. Le jardin était un labyrinthe d'ombre. Les arbres se dressaient comme des colonnes noires et le sol était mou et souple sous ses pieds. Elle courut, sans savoir où, juste loin, loin de la maison, loin de l'homme qui voulait la tuer, loin des horreurs qu'elle avait vues dans la cave. Des branches lui fouettèrent le visage, des racines agrippèrent ses chevilles, mais elle continua à trébucher, aveuglée par la panique, poussée par le pur instinct de survie. Elle ne savait pas combien de temps elle avait couru. Cela aurait pu être des minutes ou des heures. À un moment donné, elle entendit le bruit qu'elle ne pouvait pas identifier. Un grondement au loin qui devenait plus fort, des lumières qui clignotaient à travers les arbres, des voix qui appelaient. Elle surgit de la forêt et se retrouva sur une route. Des phares l'aveuglèrent et elle leva les bras pour protéger ses yeux. Des voitures étaient garées au bord de la route, plusieurs d'entre elles, et des gens en uniforme se déplaçaient entre elles. Un hélicoptère tournait au-dessus de la forêt, son projecteur dansant sur les cimes des arbres. La police. Une femme en uniforme s'approcha d'elle, l'arme tirée, mais avec des mouvements prudents. « Êtes-vous Nathalie Rousseau ?» Sa voix était professionnelle, mais il y avait du soulagement dedans. « Nous avons reçu un appel d'urgence. Une amie à vous, Virginie Lambert. Elle nous a alertés quand vous ne l'avez pas contactée. » Nathalie ne pouvait pas parler. Ses jambes cédèrent et elle tomba à genoux, le tisonnier toujours à la main. Les larmes coulaient sur son visage et elle ne pouvait pas arrêter de trembler. La policière s'agenouilla à côté d'elle et mit une couverture sur ses épaules. « Vous êtes en sécurité maintenant, dit-elle. C'est fini. Nous avons encerclé la maison. Il ne sortira pas. » Mais Nathalie secoua la tête. Ce n'était pas fini. Ce ne serait jamais fini. Les images dans sa tête, les congélateurs, la viande, les mots de Grégoire. « Tu seras délicieuse. » Ces choses la hantraient pour toujours, dans ses rêves, dans ses moments d'éveil, dans chaque bouchée qu'elle prendrait pour le reste de sa vie. « Dans la cave, » murmura-t-elle. « Dans la cave, elles sont là. Les femmes, il les a conservées, il les a mangées. » La policière la regarda et pour la première fois Nathalie vit de l'horreur dans ses yeux. Elle attrapa sa radio et parla rapidement dedans. Nathalie entendit des mots comme police scientifique et urgence. Puis la femme posa une main sur son épaule. « Pouvez-vous vous lever? Nous vous emmenons à l'hôpital. Vous avez besoin de soins médicaux. » Nathalie hocha lentement la tête.
Elle se laissa relever, se laissa guider vers l'une des voitures de police. En montant, elle jeta un dernier regard à la maison qui se dressait dans l'obscurité comme un monstre sorti d'un cauchemar. Des lumières s'allumaient aux fenêtres, et elle voyait des silhouettes bouger, des policiers qui fouillaient le bâtiment. Et puis elle le vit. Grégoire était escorté hors de la porte de derrière, menottes à son bras valide, son bras cassé, sommairement bandé. Même maintenant, même en cet instant, son visage était calme, presque serein, et quand son regard croisa le sien, il sourit. C'était le sourire d'un homme qui savait qu'il avait perdu, mais qui savait aussi qu'il avait déjà gagné. Elle avait mangé sa viande. Elle portait une partie de ses victimes en elle. Ce lien, personne ne pouvait plus le défaire. Nathalie détourna le regard et ferma les yeux. La portière claqua et le moteur démarra. Elle s'éloigna de la maison, de la forêt, de l'obscurité. Mais elle savait qu'elle porterait une partie de cette obscurité en elle pour toujours. Virginie attendait à l'hôpital. Quand Nathalie franchit la porte, elle bondit et courut vers elle. Elles s'étreignirent, sans mots, sans explication, juste deux femmes qui se raccrochaient l'une à l'autre dans un monde qui avait soudain perdu sa forme. « Je suis tellement désolée !» murmura Virginie. « Je suis tellement désolée de ne pas avoir appelé plus tôt, de ne pas avoir été là. » Mais Nathalie secoua la tête. « Tu m'as sauvé la vie, dit-elle. Si tu n'avais pas appelé la police, je serais morte maintenant. Ou pire. » Elles s'assirent dans la salle d'attente et Nathalie raconta. Tout, la cave, les congélateurs, la viande, les mots de Grégoire. Virginie écouta, son visage devenant plus pâle à chaque phrase, mais elle n'interrompit pas. Quand Nathalie eut terminé, elles restèrent assises en silence, côte à côte, attendant le matin. Dehors, le ciel commençait lentement à s'éclaircir. Un nouveau jour se levait, le premier jour d'une nouvelle vie, une vie qui serait à jamais marquée par cette nuit. Les jours qui suivirent cette nuit se fondirent en un flot d'interrogatoires, d'examens médicaux et d'heures sans sommeil. Nathalie fut soignée à l'hôpital universitaire de Heidelberg. Ses blessures physiques étaient superficielles, des égratignures et des ecchymoses de sa fuite à travers la forêt, mais les médecins insistèrent pour la garder en observation. Ils savaient que les blessures les plus profondes étaient invisibles, gravées dans sa psyché comme des cicatrices qui ne guériraient jamais complètement. La commissaire Laura Braun vint le deuxième jour. C'était une femme au début de la quarantaine, avec des cheveux blonds courts et des yeux qui avaient trop vu pour être encore surpris. Mais même elle, Nathalie le reconnut à la façon dont elle choisissait ses mots, était ébranlée par ce que la police scientifique avait trouvé dans la cave de la maison. Elle s'assit à côté du lit de Nathalie et posa un dossier sur la table de chevet. « Je dois vous poser quelques questions, » dit-elle. « Ce ne sera pas agréable, mais c'est nécessaire. » Nathalie hocha la tête. Elle savait que ce moment viendrait. L'enquêtrice commença par des questions simples. Comment elle avait rencontré Grégoire? Comment leur relation s'était développée? Quand elle avait commencé à avoir des soupçons? Nathalie répondit aussi précisément que possible, même si sa voix se brisait parfois et qu'elle avait besoin de pause pour se ressaisir. Puis vinrent les questions plus difficiles. Les repas que Grégoire avait préparés, la viande qu'elle avait mangée. Nathalie sentit son estomac se contracter, mais elle se força à répondre. Elle l'avait mangée, oui, plusieurs fois, sans savoir ce que c'était, sans même le soupçonner. Laura Braun hocha lentement la tête. « Nous avons effectué des analyses ADN, dit-elle. La viande dans les congélateurs provient d'au moins 7 personnes différentes. Nous en avons déjà identifié 3. Une pause. Élise Fournier de France, disparue il y a 12 ans. Monika Schreiber de Heidelberg, disparue il y a 4 ans. Et Anna Kruger, une randonneuse qui avait été signalée disparue dans l'Odenwald il y a 7 ans. 7 personnes. Au moins 7 personnes dont Grégoire avait pris la vie, dont il avait découpé et conservé les corps, dont il avait préparé la chair avec le soin d'un chef gastronomique. Nathalie ferma les yeux et lutta contre la nausée qui montait en elle. L'enquêtrice continua. Dans son bureau, nous avons trouvé des journaux, des notes détaillées sur ses victimes, comment il les a choisies, comment il les a tuées, comment il les a préparées.
Il a tout documenté pendant des années. Elle hésita. Il y a des entrées sur vous, Nathalie. Il vous a observé pendant des mois avant d'établir le premier contact. La rencontre au café, elle n'était pas fortuite, il l'avait planifiée. Les mots frappèrent Nathalie comme des coups. La rencontre fortuite, l'histoire romantique qu'elle s'était racontée, tout avait été mis en scène. Grégoire l'avait choisi comme un prédateur, choisi sa proie, avait reconnu ses faiblesses, sa solitude, son désir de connexion, et les avait systématiquement exploitées. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi m'a-t-il choisi ?» Laura Braun soupira. Selon ses notes, il cherchait des femmes qui remplissaient certains critères. Seules, sans liens familiaux, proches, à proximité, cultivées, émotionnellement vulnérables. Il vous décrit comme, elle regarda ses notes, parfaite dans votre tristesse. Il était fasciné par votre histoire, votre divorce, la perte de votre mère. Il pensait que vous le comprendriez. Nathalie rit, mais c'était un son vide et amer. Comprendre. Il pensait que je comprendrais qu'il tue des gens et les mange. Il était convaincu que cela avait une signification plus profonde, expliqua la commissaire. Ces journaux sont pleins de justifications philosophiques. Ils parlent de transformation, de fusion des âmes, de l'intimité ultime. Il croit vraiment que ce qu'il fait est une forme d'amour. Et que va-t-il lui arriver maintenant? Il est en détention provisoire. Vu les preuves, une condamnation est pratiquement certaine. Meurtres multiples, cannibalisme, coups et blessures. Il passera le reste de sa vie en prison ou dans un établissement psychiatrique. Cela aurait dû être un soulagement, mais Nathalie ne ressentait rien d'autre que du vide. Grégoire serait puni, oui, mais cela ne changeait rien à ce qui s'était passé. Les femmes étaient mortes, elles-mêmes étaient à jamais marquées, et les images dans sa tête, elles resteraient, peu importe combien de murs on érigerait autour de Grégoire Blanchard. Le procès commença 3 mois plus tard. Il se déroula à huis clos, une décision que Nathalie salua. Elle ne voulait pas que son visage apparaisse dans les journaux, ne voulait pas que des étrangers la reconnaissent dans la rue et sachent ce qu'elle avait traversé. Mais elle devait témoigner, c'était inévitable, et le jour où elle entra dans la salle d'audience, ses mains tremblaient si fort que Virginie dut la soutenir. Grégoire était assis sur le banc des accusés, vêtu d'un costume gris, ses cheveux soigneusement peignés. Son bras cassé avait guéri, mais il le tenait encore raide, un souvenir permanent de leur dernière rencontre. Quand Nathalie entra dans la salle, il tourna la tête et la regarda. Son regard était calme, presque amical, et elle dut penser à leur première rencontre, au café du Cornmark, à son sourire, à la façon dont il l'avait séduite avec Baudelaire. Elle fit sa déposition d'une voix ferme, même si son intérieur se tordait. Elle décrivit la relation, les week-ends dans la maison, les repas qu'ils avaient partagés. Elle décrivit la nuit où elle avait découvert la cave, les congélateurs, la viande, les aveux de Grégoire. Elle décrivit sa fuite et ses blessures. Et quand elle eut terminé, l'avocat de la défense se leva et essaya de mettre en doute sa crédibilité. « N'est-il pas possible, demanda-t-il, que vous vous trompiez, que vous étiez en panique et avez vu des choses qui n'étaient pas là ?» Nathalie le regarda droit dans les yeux. « J'ai vu ce que j'ai vu, dit-elle, et vos questions n'y changent rien. » Le verdict tomba 6 semaines plus tard. Coupable de 7 chefs de meurtre, coupable de profanation de cadavres, coupable de tentative de meurtre sur Nathalie Rousseau. Réclusion criminelle à perpétuité avec détention de sûreté. Le juge qualifia cela d'un des crimes les plus horribles jamais jugés par un tribunal allemand. Grégoire accueillit le verdict avec le même sourire calme qu'il avait porté pendant tout le procès. Il ne semblait ni surpris ni contrarié. Quand les gardiens l'emmenèrent, il se retourna une dernière fois et chercha le regard de Nathalie. Il lui fit un signe de tête, presque poli, comme s'il disait au revoir à une connaissance. Elle ne le revit jamais. Les mois qui suivirent furent un lent et douloureux voyage de retour à la vie. Nathalie quitta Heidelberg et retourna en France, mais pas à Lyon, où trop de souvenirs l'attendaient. Au lieu de cela, elle s'installa dans un petit village de Provence, loin des villes, loin des universités, loin de tout ce qui pouvait lui rappeler son temps en Allemagne. Elle acheta une petite maison avec un jardin et commença à cultiver des légumes.
C'était thérapeutique de plonger les mains dans la terre, de voir la vie pousser, de prendre soin de quelque chose qui n'était pas dangereux. Elle commença une thérapie 2 fois par semaine avec une spécialiste des traumatismes. Les séances étaient difficiles. Parfois on avait l'impression qu'elle rouvrait les blessures au lieu de les laisser guérir. Mais lentement, très lentement, elle commença à comprendre que ce qui s'était passé n'était pas sa faute, qu'elle avait été manipulée par un maître de la tromperie, que sa solitude, son désir d'amour n'étaient pas des faiblesses qui méritaient d'être exploitées. Virginie lui rendait visite régulièrement, parfois pour un week-end, parfois pour une semaine entière. Elle parlait de tout et de rien, évitant le sujet Grégoire quand ce n'était pas nécessaire, mais ils pendaient toujours entre elles, non dit, impossible à ignorer. Un soir, alors qu'elles étaient assises sur la terrasse et regardèrent le coucher du soleil, Virginie dit quelque chose que Nathalie n'oublierait jamais. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Non pas parce que tu as traversé tout ça, mais parce que tu es encore là. Tu te bats encore. Tu vis encore. » Nathalie ne savait pas si elle était forte. Parfois, elle se sentait fragile comme du verre, prête à se briser au moindre contact, mais elle vivait. C'était plus que les autres femmes ne pouvaient dire. Élise, Monica, Anna et les 4 dont l'identité n'avait jamais pu être établie. Elle n'avait pas eu la chance de s'échapper. Nathalie avait survécu, et peut-être que c'était déjà une forme de force en soi. 2 ans après le procès, elle reçut une lettre. Elle venait de l'établissement psychiatrique où Grégoire était interné, et portait son nom comme expéditeur. Nathalie fixa l'enveloppe pendant longtemps. L'écriture familière, les lettres élégantes. Son premier instinct fut de la brûler, sans la lire, sans y prêter attention. Mais ensuite elle l'ouvrit, peut-être par curiosité, peut-être par un besoin de clôture qu'elle ne pouvait pas nommer. La lettre était courte. Grégoire écrivait qu'il pensait souvent à elle, qu'il croyait toujours qu'ils avaient eu une connexion spéciale. Il ne s'excusait pas pour ce qu'il avait fait, pas vraiment. Au lieu de cela, il écrivait qu'il espérait qu'elle avait trouvé la paix, qu'il lui souhaitait tout le bonheur, qu'il ne l'oublierait jamais. Nathalie lut la lettre une fois, puis une autre fois, puis elle la déchira en petits morceaux. Elle porta les fragments dans le jardin et les brûla dans une vieille coupelle en métal. Elle regarda le papier se transformer en cendres, les mots disparaître, la fumée monter vers le ciel et se dissiper. Ce n'était pas une clôture, pas vraiment. Mais c'était un petit pas sur un long chemin qu'elle devait parcourir seule. Cette nuit-là, Nathalie dormit pour la première fois depuis des mois, sans cauchemar. Elle rêva de son jardin, de tomates et de basilic, de soleil sur sa peau. Quand elle se réveilla le lendemain matin, le soleil brillait à travers les rideaux et les oiseaux chantaient. C'était un nouveau jour, et elle était prête à le vivre.